Désolée parce que l'ordre cette semaine des cours est hyper chaotique. C'est pas de notre fait, vraiment. D'habitude, ça suit un programme logique et on commence par les généralités et puis après les causes et les traitements. Mais on vous a dit, il y a un congrès là, Paris Santé Femmes qui est en même temps. Et pour avoir les orateurs, genre Geoffroy Robin, les gynécomètres d'hier, là, le professeur Christin Maître, où on pensait que c'était vraiment un plus d'avoir ces gens-là, on a dû réorganiser les cours. Donc là, vous allez avoir un cours un peu global, mais finalement, c'est pas mal. C'est un résumé du bilan d'infertilité féminin, masculin. Un peu comment conduire votre première consultation devant un couple infertile. Et donc, c'est Mathilde, notre MCU, qui va vous faire ça. Bon cours. Donc, bonjour à tous. On s'est déjà tous croisés plus ou moins de près ou de loin et je vais vous faire ce cours sur le bilan d'infertilité. Voilà, effectivement, c'est surtout en fait, qu'est-ce qu'on va évoquer au moment de la première consultation d'infertilité. Et puis, j'ai essayé de faire ça de façon un peu différente de d'habitude, parce que j'ai intégré des espèces de petits cas cliniques pour que vous fassiez un peu une synthèse sur ce que vous avez eu dans la journée. Donc, j'espère que ça vous ira. Donc juste quand même, je rappelle la définition, vous l'avez eu le premier jour, mais l'infertilité, c'est l'absence de grossesse clinique après 12 mois de rapports sexuels réguliers sans contraception. C'est important de connaître quand même la définition. Et c'est quand même relativement fréquent. En France, ça concerne à peu près un couple sur 5. Voilà, donc finalement, c'est aussi peut-être sur le côté psychologique, c'est important aussi que les gens le sachent, que ça n'arrive pas que à eux, ça arrive aussi à plein d'autres gens. Il y a plein d'autres gens qui sont dans leur situation. Donc il y a deux types d'infertilité primaire et secondaire. Ça, vous connaissez sûrement déjà, mais je pense que c'est toujours bien de rappeler. L'infertilité primaire, c'est le fait qu'au sein du couple, il n'y a jamais eu de grossesse clinique, ce qui est le plus fréquent. Et l'infertilité secondaire, c'est qu'il y a déjà eu une grossesse au sein du couple, mais ils n'arrivent plus à avoir une nouvelle grossesse. Donc c'est un petit peu moins fréquent. Concernant les origines, ça, je pense que c'est important de le connaître aussi pour mener la première consultation comme il faut, c'est de savoir qu'il y a des causes féminines qui concernent à peu près un tiers des cas. Euh, voilà, principalement ovulatoire, tubaire, endométriose, après il y en a d'autres. Mais les causes masculines, elles sont quand même assez fréquentes et elles sont là dans 20% des cas. Et ce qu'il faut surtout voir, là, ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a des causes mixtes dans à peu près 40% des cas. Et pourquoi je trouve que c'est important, c'est que parfois, on peut dire, bah, j'ai trouvé la cause, il y a un problème tubaire, donc je vais pas plus loin, ou il y a un problème de sperme, bah, c'est bon, je vais pas plus loin. Et en fait, quand même, dans 40% des cas, les causes, elles sont mixtes, et c'est pas parce qu'on a une cause qu'il faut pas en chercher d'autres. Donc après, dans certains pourcentages de cas, un peu moins de 10%, on ne connaît pas la cause. On appelle ça une infertilité idiopathique, mais vous avez eu pas mal d'infos déjà là-dessus hier. Donc après, il y a d'autres causes d'infertilité qui ne sont pas vraiment une infertilité en soi, parce qu'il n'y a pas vraiment de rapport sexuel, c'est dû aux dysfonctions sexuelles, mais c'est des choses importantes aussi de garder en tête. Il y a certains couples qui ont des problèmes pendant leur rapport, des femmes qui peuvent avoir des vaginismes ou des dyspareunies très invalidantes, et à l'inverse, des hommes qui peuvent avoir des problèmes d'érection, d'éjaculation, et donc tout ça, ça peut faire partie du fait qu'ils n'arrivent pas à concevoir, et c'est important aussi de rechercher toutes ces causes à l'interrogatoire par la suite. Donc je vous ai remis juste ce schéma-là, mais c'est pour refaire, pour garder ça en tête, c'est que en fait, à chaque fois qu'on va faire la première consultation d'infertilité, c'est un peu comme une enquête. Il faut essayer de trouver toutes les causes et essayer de bien tout évoquer. Avec toutes les questions qu'on peut poser au couple. Donc ça peut aller des troubles de l'ovulation, euh, des troubles de l'ovulation, ça peut être donc parce que la patiente, il faut qu'elle ovule tous les mois, que cette ovulation donc libère un ovocyte qui doit être capté par la trompe, donc il faut avoir des trompes perméables. En parallèle de ça, il faut qu'il y ait du sperme normal, des rapports sexuels, et puis les spermatozoïdes doivent être suffisants en nombre pour aller remonter dans l'utérus, dans les trompes, donc il faut aussi avoir des trompes perméables. Et ensuite, cet ovocyte, s'il est bien fécondé par le spermatozoïde, doit remonter la trompe pour aller s'implanter dans l'utérus. Donc, on peut rechercher aussi des pathologies utérines et cervicales. Et puis, il y a des causes plus générales, notamment l'endométriose ou l'adénomiose, qui peuvent également entraîner une infertilité. Vous en avez entendu parler plusieurs fois. Donc, il faut toujours garder ça en tête quand on va explorer l'infertilité. Donc, alors, quand est-ce qu'on débute les explorations? Donc,
classiquement, donc c'est un an, après un an de rapport sexuel régulier, c'est-à-dire à partir du moment où on diagnostique l'infertilité, parce que je vous ai dit que c'était 12 mois de rapport sexuel régulier sans grossesse. Mais dans certains cas, on va démarrer plus rapidement les explorations. À peu près, voilà, on va attendre 6 mois maximum, notamment au-delà de 35 ans, chez des patients qui ont des troubles du cycle. Et puis, si on connaît des facteurs de risque d'infertilité chez l'un des membres du couple, ça ne sert à rien d'attendre un an, autant démarrer plus rapidement les explorations. Voilà, après, si on sait qu'il y a une infertilité parce qu'elle a une cause, elle a une salpingectomie bilatérale, là, on va même pas attendre du tout parce qu'on sait d'emblée que il va avoir une impossibilité à avoir une grossesse spontanée. Alors, donc comment on va mener cette consultation? Déjà, l'objectif de cette première consultation, il va être multiple. Donc, il faut vérifier que toutes les conditions soient nécessaires à une fécondation naturelle. Donc ça, vous avez eu un peu un cours ce matin. Bah, quand est-ce qu'il faut avoir des rapports sexuels, à quelle fréquence, au moment de l'ovulation ou avant, etc. Donc, est-ce qu'ils ont des rapports sexuels? Est-ce qu'ils ont des problèmes au niveau sexo ou autre? On va essayer aussi de dépister des facteurs de risque et des pathologies qui peuvent retentir sur la fertilité, mais est-ce qu'il y a des choses générales qui peuvent entraîner une infertilité, mais aussi est-ce qu'il y a des pathologies particulières qui peuvent gêner en cas de grossesse? Est-ce que, par exemple, la patiente, on pourrait imaginer qu'elle est diabétique et en fait elle a un diabète qui n'est pas bien équilibré, ça peut être gênant pour mener une grossesse correctement, donc il faut peut-être revoir, rééquilibrer le diabète. Donc tout ça, c'est des choses importantes à voir à la première consultation. On peut vérifier les vaccinations, notamment la rubéole. Et on peut aussi mettre en place des mesures de prévention préconceptionnelle. Donc, voilà, par exemple, prescrire de l'acide folique, comme on vous l'a dit à plusieurs reprises, mais aussi aider au sevrage tabagique, s'il y a un problème de surpoids ou autre, et bien refaire le point sur tous ces facteurs-là avec les patients. Donc là, on va être dans la situation où on a un couple, donc la patiente a 32 ans, lui a 35 ans, et ils se consultent pour, voilà, ça fait un an qu'ils essayent d'avoir un enfant, ils n'ont jamais réussi à avoir une grossesse au sein du couple. Qu'est-ce que vous allez demander, comment est-ce que vous allez mener votre interrogatoire? Qu'est-ce que vous allez, comment vous, allez-y, hein, dites-moi, parce que... Ouais, donc on va poser des questions au couple. Effectivement, il y a une partie qui va être l'interrogatoire du couple, et ça c'est important. Pardon? Est-ce qu'ils ont des rapports sexuels réguliers? À quelle fréquence? Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers? Donc ça, c'est important, effectivement. Ouais, et après, on va regarder chaque partenaire, regarder ses antécédents, effectivement, la profession et le mode de vie. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc voilà, exactement. Donc concernant l'interrogatoire du couple, il y a des choses qui vont être importantes. Donc effectivement, on va valider effectivement l'infertilité, depuis quand ils ont ce projet de grossesse exactement, est-ce qu'ils habitent ensemble. Est-ce que c'est un caractère primaire ou secondaire? Est-ce qu'ils ont déjà réussi à avoir des grossesses ou pas? Bon, là, on savait dans cette histoire, mais je vous ai remis ça parce que c'est pour toutes les patientes, hein, là. Est-ce qu'il y a déjà eu... est-ce que même si c'est une infertilité primaire, est-ce que la femme ou l'homme séparément ont déjà eu des grossesses ou des enfants? Donc, c'est possible. Est-ce que donc il y a des problèmes au niveau des rapports sexuels? Est-ce qu'il y a déjà des bilans qui ont été réalisés? Et puis, parfois, bah, ça arrive aussi que des patientes aient déjà été pris en charge ailleurs et viennent vous voir pour un second avis. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Par exemple, on peut imaginer la patiente qui a un syndrome des ovaires polykystiques, elle a déjà fait du clomide avant avec un médecin, puis finalement, elle vient vous voir, bah, vous n'allez pas refaire 6 cycles de clomide. Donc, voilà. Donc, c'est important de savoir ce qui a été fait avant. Donc ensuite, on va interroger chaque membre du couple. Donc si on commence par la femme, donc quelque chose de très important, c'est l'âge, parce que vous savez que la fertilité, notamment la fertilité spontanée, elle va varier selon l'âge. Elle va être maximum à 25 ans, et puis de 25 à 31 ans, ça va être à peu près stable. Et puis à partir de 31 ans et 35 ans, on va voir une baisse de la fertilité spontanée. Donc là, j'ai un marqueur très important dans la fertilité et va conditionner aussi notre prise en charge. Et puis, on va essayer aussi de creuser un peu sur les antécédents de la patiente, donc les antécédents généraux déjà. Est-ce qu'il y a des maladies particulières qui peuvent altérer sa fertilité ou qui nécessitent une prise en charge particulière en cas de grossesse ou pendant la stimulation ovarienne?
Est-ce qu'elle a déjà eu des chirurgies particulières? Alors pourquoi est-ce qu'à votre avis, qu'est-ce qui pourrait être intéressant dans les endroits chirurgicaux, par exemple, en faisant une chirurgie abdominopelvienne, qu'est-ce que ça pourrait faire rechercher? Ça pourrait faire penser à des adhérences, et des adhérences, bah, ça voudrait dire effectivement peut-être une infertilité due à ça, ou alors des pathologies tubaires, parce qu'il pourrait avoir des adhérences avec les trompes, ça pourrait entraîner un hydrosalpinx. Donc voilà, dans une conisation ou de chirurgie au niveau du col, bah, on pourrait imaginer aussi des infertilités cervicales, c'est relativement rare. Et puis pour tout ce qui est maladie générale, ça va être important parce que eh bien, il y a certaines maladies qui peuvent jouer sur la fertilité, puis d'autres qui peuvent jouer sur le déroulement d'une grossesse comme il faut, ou autre. Donc ça, je vous ai montré. Voilà. Ensuite, pour la femme, et bon, pour l'homme aussi, on le reverra après, mais on va regarder s'il y a une exposition à différents toxiques. Est-ce qu'elle a eu des traitements particuliers qui peuvent jouer sur sa fertilité, notamment, on sait qu'une chimiothérapie, certaines chimiothérapies ou une radiothérapie pelvienne peut altérer la réserve ovarienne. Donc peut-être que cette patiente, elle a une réserve ovarienne altérée, voire une insuffisance ovarienne si elle a eu un cancer plus jeune et que bon, voilà, ça a modifié son stock d'ovocytes au niveau de ses ovaires. Est-ce qu'elle fume, elle consomme différentes drogues, est-ce qu'elle prend des traitements particuliers? Et puis le mode de vie va être quand même important aussi à connaître parce que vous avez vu que ce soit pour l'hypo-hypofonctionnel, bah, donc on peut avoir des patientes qui vont avoir une alimentation plus ou moins restrictive avec une activité physique importante, comme à l'inverse des patientes en surpoids ou obèses, et vous allez avoir d'autres cours là-dessus, mais ça joue aussi sur la fertilité. Et puis la profession peut également jouer. Je vais juste remis une diapo sur le tabac. Voilà, c'est très important de refaire le point avec les patientes, les aider pour le sevrage tabagique, parce que ça a clairement montré un impact sur la fertilité. Et puis, bah, il faut vraiment les aider, peut-être leur proposer aussi de revoir leur médecin généraliste. Maintenant, le sevrage tabagique peut être conseillé et pris en charge par la sécurité sociale en France dans certaines limites. Donc, je pense que c'est important aussi de les aider. Pas juste leur dire bah, arrêtez de fumer, quoi. C'est pas si simple que ça. Concernant le poids, je vous ai mis aussi cette diapositive, mais surtout pour vous montrer que bah, les patientes en surpoids et obèses, en fait, quand on dépasse un BMI à 30, on diminue ses chances de fertilité spontanée. Donc, c'est aussi important d'essayer de contrôler ce poids. Après, quand on est dans des obésités très importantes, ça va être très difficile de retourner à un poids normal. Donc, il faut vraiment avoir une prise en charge spécifique et multidisciplinaire. Et vous verrez ça dans le cours qui va être dédié sur l'obésité à la fin de cette semaine, je crois. Voilà, donc dans les autres antécédents, on va s'intéresser donc à tout ce qui est gynéco-obstétrique, bien évidemment. Donc la fertilité antérieure, est-ce qu'elle a déjà eu d'autres grossesses? Alors, les grossesses extra-utérines, ça pourra aussi nous donner des informations sur l'état de ses trompes. Les IVG, fausses couches, ce qui va être important aussi, c'est de savoir comment est-ce qu'elle a été traitée. Est-ce qu'il y a eu un geste chirurgical? Est-ce que c'était une évacuation spontanée ou avec des médicaments? Quand est-ce que c'était? Est-ce que voilà, donc tout ça c'est des choses importantes. Est-ce qu'elle a déjà eu des infections génitales hautes? Ça va vous faire rechercher quoi, ça, par exemple? Le chlamydia, et ça peut entraîner quoi l'infection au chlamydia? Exactement. Et puis quelque chose de très important, ça va être les caractéristiques du cycle menstruel. On va demander à la patiente bah, quelles sont, par exemple, la fréquence de ces règles. Est-ce qu'elles sont régulières? Combien de temps elles durent? Donc ça, c'est des choses très importantes parce que qu'est-ce que ça va vous montrer si la patiente a des cycles tous les mois? Ça va être le signe de quoi? Si elle a des règles une fois par mois, ça veut dire quoi? Qu'elle ovule une fois par mois. Donc en fait, on est content parce que ça avait déjà, on va cocher la première case, la patiente ovule. Donc voilà, donc en fait, si la patiente a des cycles réguliers, il n'y aura pas besoin vraiment d'avoir d'autres tests pour vérifier l'ovulation, que ce soit des courbes de température, des tests urinaires ou des prises de sang de progestérone en phase lutéale. Si elle ovule une fois par mois, on est assez rassuré sur le fait qu'elle... Enfin, si elle a des règles une fois par mois, on est assez rassuré sur le fait qu'elle ovule. Après, bien évidemment, vous avez vu ce matin, mais il y a plein de façons de vérifier qu'il y a bien une ovulation. Mais globalement, en pratique, on les fait pas. Alors, quel autre élément va être important dans les séances gynéco-obstétriques, notamment par rapport au cycle menstruel? Qu'est-ce que vous diriez? Il manque quelque chose dans la diapo, non? Les dysménorrhées, exactement. Donc, on va aussi rechercher si les règles sont douloureuses.
On va aussi rechercher si les rapports sexuels, notamment, est-ce qu'il y a des dyspareunies profondes, est-ce qu'il y a des signes urinaires ou digestifs à recrudescence menstruelle. Parce que tout ça, ça fait évoquer éventuellement l'endométriose. Vous avez déjà eu un cours là-dessus ce matin et vous savez que l'endométriose, il y a à peu près un tiers des patientes qui ont de l'endométriose qui vont présenter une infertilité. Donc, c'est vraiment important de le rechercher. Et toutes les patientes qui ont de l'endométriose ne vont pas forcément être douloureuses, mais une partie d'entre elles, et ça peut être une façon de diagnostiquer l'endométriose. Il y a beaucoup de patientes, vous avez vu qu'il y a un retard diagnostique important, et en fait, il y a beaucoup de patientes, finalement, on va diagnostiquer l'endométriose au cours de cette consultation d'infertilité. Voilà, ensuite, pour la femme, ça est très important de se vérifier aussi les antécédents familiaux. Alors, notamment les pathologies génétiques, l'âge de la ménopause, ça va être surtout pour des patientes qui potentiellement on suspecte une insuffisance ovarienne prématurée. Est-ce que sa maman, elle a eu une ménopause plus tôt aussi? Et puis après, ça va être surtout des antécédents qui vont nous permettre de vérifier la sécurité, notamment l'antécédent thromboembolique, les antécédents de cancer du sein. On sait que si on doit démarrer une grossesse, pendant une grossesse, on augmente le risque thromboembolique. Si jamais elle avait une lésion euh, précancéreuse ou en cours, vraiment un petit cancer du sein qui débute, en cas de grossesse, ça va pas être forcément idéal. Donc si dans la famille, on sait qu'il y a plein de mutations, il y a des mutations BRCA, etc., c'est important quand même peut-être d'aller plus loin dans les explorations. Et puis, si on doit faire des traitements de stimulation ovarienne, notamment la stimulation pour la fécondation in vitro, on sait qu'on augmente aussi le risque thromboembolique et peut-être qu'il va falloir prendre une prévention particulière en cours de traitement. Vous allez avoir un cours spécifique là-dessus, donc ça va être important de vérifier l'absence de facteurs de risque thromboembolique personnel et familial. Donc pour l'homme, globalement, on recherche à peu près la même chose. On va rechercher s'il y a des maladies chroniques qui peuvent affecter la fertilité. Est-ce qu'il y a eu aussi des infections génitales, des pathologies testiculaires? C'est important de bien demander aux patients même, voilà, est-ce que mais dans l'enfance, vous n'avez pas été opéré au niveau des testicules, etc. Parce qu'en fait, souvent, ils ne vous le disent pas. Voilà, on va leur demander, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes de santé? Non, non. Et en fait, mais vous êtes sûr dans l'enfance? Ah oui, si, mais bon, j'avais 5-6 ans. Bon, donc c'est vraiment important de bien mener cet interrogatoire. On va demander s'il y a eu une fertilité antérieure, est-ce qu'il y a eu d'autres enfants. Et le mode de vie est très important aussi chez l'homme, notamment l'exposition aux drogues et surtout au cannabis et l'exposition professionnelle à la chaleur ou à autres toxiques. Mais je ne m'arrête pas trop sur l'homme parce que vous allez avoir pas mal de cours là-dessus, je crois, demain. Donc, dans notre couple, finalement, elle a 32 ans, elle fume 20 cigarettes par jour, elle n'a pas d'antécédents particuliers, elle a des cycles réguliers, mais par contre, elle a fait une infection génitale à chlamydia traitée. Et lui, il est chauffeur routier, il fume du cannabis 2 joints par jour, il a une torsion testiculaire à l'âge de 1 an, et voilà. Alors, quel est le facteur de risque de pathologie tubaire chez cette femme? Ça, c'est facile. Ouais, voilà. Effectivement, il y a le tabac, l'infection génitale. Et pour lui, c'est quoi les facteurs de risque d'anomalie spermatique? La profession, donc chauffeur routier, le cannabis, la torsion, exactement. Donc voilà, en fait, finalement, peut-être que chez cette femme, on peut déjà suspecter différentes choses. Donc, il y a des examens, on va les voir juste après, qui sont systématiques à faire, mais on va les regarder aussi d'une manière plus attentive selon l'interrogatoire. Alors, donc dans ce couple, donc ça c'est aussi pour vous rappeler, est-ce qu'on doit faire un examen physique à la première consultation? Donc, on va dire que c'est recommandé de faire au moins une fois un examen physique. Alors, à la première consultation pour infertilité, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va regarder à cet examen? Bon, c'est pas le plus important, c'est vrai pour la consultation d'infertilité. C'est vrai que c'est bien de le faire au moins une fois parce que peut-être. Ouais, on peut regarder ça. Donc, on va faire un examen général, on va regarder effectivement le poids, ça c'est important, l'IMC. On peut éventuellement rechercher des signes d'hyperandrogénie, surtout si la patiente vous dit qu'elle a des troubles du cycle. Est-ce qu'elle a des signes qui peuvent faire évoquer un syndrome des ovaires polykystiques ou une autre cause d'hyperandrogénie? Et puis également, selon les cycles et la régularité des cycles, on peut aussi euh, se poser la question, est-ce qu'elle a une galactorée? Est-ce qu'elle a une hyperprolactinémie? Vous savez que ça fait des spanioménorrhées et des aménorrhées.
Est-ce qu'il y a les caractères sexuels secondaires sont peu développés, ce qui pourrait nous faire penser à un hypogonadisme? Voilà, c'est pas des examens qu'on va faire après, qu'on va répéter, hein, d'accord? Si la patiente elle est suivie par un gynécologue, elle a déjà eu cette première consultation, c'est vrai que nous on a tendance ici à pas faire forcément d'examens gynécologiques spécifiques dédiés parce que souvent elles ont déjà eu avant. Et puis, on peut aussi donc examiner les patientes sur le plan gynécologique, faire une palpation abdominale. Est-ce qu'il y a un gros utérus? Est-ce qu'il y a des cicatrices particulières? On peut faire un toucher vaginal. Éventuellement, le toucher vaginal, il pourra nous permettre de dépister une douleur, une masse, un gros utérus ou une masse ovarienne, des nodules d'endométriose. Au spéculum, pareil, on peut voir des nodules d'endométriose bleutés. Alors, c'est ce que je vous montrais sur la photo là, ici, là. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et puis éventuellement, si la patiente elle a jamais été examinée, bah, on pourra diagnostiquer à ce moment-là peut-être une malformation, je sais pas, une cloison vaginale, un utérus bicervical. Et puis on en profitera pour faire le point sur le dépistage frottis, test HPV selon les recommandations. Pour voilà, si on doit démarrer un projet de grossesse, c'est bien que on soit le dépistage soit fait. Pour l'homme, on regardera à peu près la même chose. Donc, le poids, la taille, est-ce qu'il y a des cicatrices particulières, les caractères sexuels secondaires. Et puis, on fera plus ou moins un examen génital avec un examen de la verge, des testicules. Et on pourra palper éventuellement l'épididyme et les déférents. Donc ça, vous verrez ça en détail plus tard. Donc, dans notre couple, la patiente, elle avait un BMI normal, elle n'avait pas de problème particulier sur le plan clinique, et lui, il avait une hypotrophie modérée bilatérale des testicules. Et donc, la question d'après, c'est qu'est-ce qu'on va faire comme examen complémentaire? Alors, est-ce que vous savez quels sont les examens à faire en première intention? On va faire systématiquement une échographie, ouais. Donc 2D et 3D, Nico. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Un bilan hormonal, ouais. Une hystérosalpingographie. Ouais, alors, le spermogramme, ouais. Et quelque chose, bon après on va vérifier éventuellement je vous ai mis aussi les sérologies, la rubéole et la toxoplasmose, parce que si jamais la patiente elle n'est pas immunisée pour la rubéole notamment, c'est bien de la faire vacciner rapidement, donc c'est bien de les avoir dès le début. Alors, concernant le bilan, donc on va explorer la réserve ovarienne, notamment la richesse en follicules. Donc ça se fait surtout avec le bilan hormonal. Donc ça, c'était juste pour vous rappeler, mais ça a été bien d'hier par le professeur Christin Met. Il y a un nombre de follicules chez la femme. La particularité, c'est que toutes les petites filles, elles naissent avec un nombre de follicules déterminé au niveau des ovaires. Et puis tout au long de la vie, ce nombre va diminuer jusqu'à atteindre un nombre qui est quasiment nul au moment de la ménopause. Et donc, selon les patientes, le nombre de follicules et d'ovocytes va être plus ou moins important selon l'âge. Mais plus on avance en âge, plus on diminue en qualité et en quantité de ce nombre d'ovocytes. Donc, avec le bilan hormonal, on va et l'échographie, en fait, on va évaluer à un temps T, à l'âge où on est, pour cette patiente donnée, quelle est la richesse à peu près au niveau des ovaires en follicules. C'est une évaluation indirecte parce qu'on ne va pas compter directement le nombre d'ovocytes dans les ovaires. Donc, on va faire le dosage hormonal. Donc, ça, vous avez vu au 2e, 4e jour du cycle, la FSH, la LH, le stradiol. Donc, plus ou moins l'AMH si on veut faire une prise en charge en FIV. Et puis, on va faire une échographie pelvienne pour compter les follicules en trop. Et ces examens-là vont nous permettre d'évaluer la réserve ovarienne. D'accord? Donc, en plus d'évaluer la réserve ovarienne, le bilan hormonal, il va nous permettre aussi de rechercher une pathologie de l'ovulation. Et puis, on va l'adapter à la clinique, comme vous avez vu déjà. Et puis, une question qui revient souvent, qu'est-ce qu'on fait si la patiente n'a pas de cycle? Quand est-ce qu'on dose le bilan hormonal? Eh bien, soit n'importe quand, soit on essaye d'induire des règles avec un progestatif et on fait à J2, J4 après les règles. Et si la patiente n'a pas de règles qui arrivent, on le fait n'importe quand, du coup. Donc, le dosage hormonal minimum, c'est FSH, le stradiol, LH et la TSH. S'il y a des troubles du cycle, on peut rajouter la prolactine, la testostérone totale. Et puis, si on a une hyperandrogénie, soit clinique ou biologique, on pourrait rajouter la 17-OH progestérone, le cortisol libre urinaire, etc. Donc, je vous ai mis là juste pour rappel des normes. Alors, les normes, c'est assez difficile parce qu'en fait, ça varie. Enfin, voilà, c'est la FSH qu'il faut savoir, c'est au-delà de 10 et au-delà de 12, ça devient quand même plutôt important J2, J4.
Le stradiol, en début de cycle, il faut qu'il soit inférieur à 40 normalement. Au-delà de 50-60, bah, ça évoque aussi une baisse de réserve ovarienne. Et puis bah, la TSH, vous l'avez vu ce matin, c'est compliqué. C'est vrai que en général, de façon globale, on recommande d'avoir une TSH inférieure à 2,5 dans la prise en charge pour limiter le risque de fausse couche. Concernant les anticorps, bah, vous avez vu, il y en a qui le font en systématique, d'autres qui le font pas. C'est vrai que nous, on a pris le parti de le faire en systématique parce qu'on est, on s'intéresse et puis on pourra voir ce que ça donne à plus long terme, etc. Après, je ne sais pas si vous, en ville, faut que vous le fassiez systématiquement. Donc l'AMH, c'est une hormone qui est intéressante aussi. C'est une hormone qui est sécrétée par les cellules de la granulosa, des follicules primaires en trop. Alors elle est intéressante puisqu'on peut la faire à n'importe quel moment du cycle. Mais on va la faire que s'il y a une prise en charge en fécondation in vitro qui est prévue, parce qu'en fait, elle ne va pas nous indiquer si la patiente a des chances de grossesse spontanée, hein, ça vous avez bien compris, ni nous dire si l'insémination ou une stimulation de l'ovulation va être utile, mais par contre, elle va être un marqueur de la réserve ovarienne, et si on fait une fécondation in vitro, on sait que c'est corrélé aux réponses à la stimulation ovarienne. D'accord. Donc les normes là, c'est quand même difficile parce que pour le coup, ça varie vraiment en fonction de l'âge. Mais bon, je vous ai quand même mis des normes où entre 2 et 4, globalement, c'est à peu près normal. Donc cette AMH, elle peut augmenter donc, dans le syndrome des ovaires polykystiques. Elle est effondrée dans les insuffisances ovariennes. Et donc, elle a pour intérêt de prédire la réponse à la stimulation ovarienne. Je me répète un peu, mais c'est important. Et donc ça, c'est une autre étude, donc un peu dans le même style que celle que le professeur Christin Med vous a décrite dans le jour précédent, c'est que finalement, en fait, dans cette courbe, ce qu'on voit, c'est que ici, c'est le temps nécessaire pour obtenir une grossesse pour 3 groupes différents. Et donc, ces 3 groupes, il y a un groupe qui a une AMH basse, un groupe des AMH moyennes et un groupe des AMH élevées. Et ce qu'on peut voir, c'est que quel que soit le taux d'AMH, le temps pour obtenir une grossesse naturelle, il est identique. Et donc, que l'AMH n'est pas corrélé à la fertilité spontanée. Je pense que vous aurez compris ce message à la fin de la semaine. Voilà, donc ensuite on va faire l'échographie pelvienne. Donc ça, vous avez déjà vu juste avant, donc je vais aller vite. Ça va nous permettre de compter les follicules en trop. Donc vous avez compris, les follicules en trop, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le CFA, et donc c'est les petites poches noires anéchogènes qu'on peut voir à l'échographie. Ce sont des follicules qui ont une cavité, un antrome, donc ça s'appelle les follicules en trop. D'accord? Et donc, on va compter ce nombre de follicules et selon leur nombre, eh bien, on va évaluer aussi la réserve ovarienne. Cette échographie, elle va nous apporter d'autres informations comme vous l'avez vu précédemment. Elle va permettre d'évaluer l'utérus dans son ensemble, que ce soit l'endomètre, le muscle utérin, rechercher des malformations utérines avec la coupe en 3D. Et puis, elle va nous permettre aussi de voir les annexes, notamment les trompes, éventuellement diagnostiquer parfois des hydrosalpinx, donc comme vous pouvez voir ici, un gros hydrosalpinx, ou alors des kystes d'endométriose ou autres kystes ovariens. Et puis pour les échographistes les plus chevronnés, éventuellement d'autres types d'endométriose, notamment l'endométriose profonde. Ensuite, on va aussi explorer les trompes. Donc tout ça, ça fait partie du bilan de première intention, hein. Donc on fait une hystérosalpingographie. L'hystérosalpingographie, c'est une radio des trompes. On va mettre un petit dispositif au niveau du col. Et par l'orifice cervical, on va introduire un produit de contraste et on va faire différents clichés à plusieurs temps. On fait à peu près 6 clichés, un sans produit et d'autres à différents temps de remplissage en réplétion complète et puis après évacuation. Et on va vérifier que le produit circule bien, donc dans l'utérus, va bien jusque dans les trompes et s'évacue dans la cavité péritonéale. Donc il y a des conditions particulières à respecter, il faut le faire en début de cycle. Et puis on va vérifier qu'il n'y a pas de grossesse en cours, pas d'infection génitale, pas d'allergie à l'iode. Il y a une alternative à cette hystérosalpingographie, c'est l'IFOSI. Donc je crois que vous avez déjà entendu parler un petit peu. Donc c'est le même principe, on met un cathéter au niveau du col de l'utérus. Et cette fois-ci, on fait une échographie endovaginale et on va pousser un produit qui est échogène pendant l'échographie pour regarder si ce produit passe dans les trompes et jusque dans la cavité péritonéale. Quand est-ce qu'on fait l'un ou l'autre? Ça dépend un peu de ce que vous avez à proximité, ce qui est facile. Je crois que hier, le professeur Legendre vous a dit qu'à Angers, il n'y avait pas de radiologue pour faire des hystérosalpingographies, qu'il faisait beaucoup d'IFOSI. Nous, ici, on a
pas beaucoup de radiologues qui font des hyphosies, du coup on fait plus d'hystérosalpingographie. Et l'avantage que l'on trouve sur l'hystérosalpingographie, c'est qu'on peut relire les clichés. Et parfois, on n'a pas toujours 100% confiance au radiologue. Donc comme ça, on vérifie les clichés, on vérifie est-ce qu'il y a réellement une obstruction ou pas. On n'est pas toujours d'accord avec le médecin qui a réalisé. Et c'est l'avantage par rapport à l'hyphosie où on peut difficilement relire l'échographie. Donc là, la patiente, elle nous ramène justement les résultats de son hystérosalpingographie prescrite par son gynécologue en ville. Et donc, je vais vous faire défiler les images. Donc ça, c'est sans préparation. Donc vous voyez le produit de contraste qui arrive dans l'utérus. Alors, je vous laisse me dire ce que vous voyez, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe à droite? Donc ici, oh là, pardon, ça, c'est pas très... Ici à droite là. Est-ce que vous avez l'impression que le produit il passe dans la cavité péritonéale? Et à gauche? Non. Et là, on voit, ça fait comme un espèce de petit boudin, quoi. Voilà. Donc ça ressemble à un hydrosalpinx, effectivement. Et puis, dans les clichés tardifs, donc ça c'est important de regarder bien le cliché tardif, est-ce que cette image dans la trompe, elle reste? Et donc là, on voit bien qu'on ne voit quasiment plus l'utérus ni la trompe droite. Par contre, à gauche, la trompe, elle est complètement remplie de produits, elle ne s'est pas évacuée. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une perméabilité tubaire droite et un hydrosalpinx gauche. Donc ah oui, et donc monsieur lui aussi il avait fait son spermogramme finalement. Alors je crois que vous avez du coup pas encore eu les cours sur ça, donc je vous ai remis donc le spermogramme c'est le bilan chez l'homme à faire en première intention, donc il y a un peu moins de choses à faire chez l'homme. Donc enfin un spermogramme couplé à un spermocytogramme et une spermoculture, donc ça permet de regarder la morphologie, le nombre et voir s'il y a des bactéries particulières. Donc ça c'est des conditions pour faire le spermogramme. Donc vous reverrez ça tranquillement demain, mais ça se fait au laboratoire après quelques jours d'abstinence. Et puis, s'il est anormal, on va le répéter à 3 mois. Donc, je vous ai remis ici les normes qu'il va falloir que vous connaissiez, que vous ayez dans la poche, entre guillemets, pour vous en souvenir. Donc, ce qu'on va regarder, c'est le volume de l'éjaculat, la concentration en spermatozoïdes. Donc, si on en a au moins 16 millions, on est content. Sinon, on a une oligospermie. Et si on n'a pas du tout de spermatozoïdes, quand on n'a aucun spermatozoïde, c'est une azospermie. On va vérifier la mobilité des spermatozoïdes. Il faut qu'il y en ait au moins 30% pour que ce soit normal. Sinon, on appelle ça une asténospermie. On va regarder s'ils sont vivants, on regarde la vitalité. Donc, s'il y en a moins de 54% qui sont vivants, on appelle ça une nécrosospermie. On regarde leur morphologie. Si on a moins de 4% de spermatozoïdes qui ont une forme normale, on va considérer que c'est une tératospermie. D'accord? Donc ça, c'est des termes importants à savoir. Je pense qu'il y en a qui connaissent déjà, d'autres pour qui c'est moins facile. Donc, je les répète. Et puis, en deuxième intention, mais ce qu'on fait quand même souvent dès la première intention, c'est le test de migration survie. Alors normalement, il faudrait le faire que si en cas d'anomalie ou du spermogramme ou de l'examen clinique. Le test de migration survie, vous allez le revoir, mais en fait, on va sélectionner les spermatozoïdes à l'aide de gradients de concentration différents. Et on va essayer de voir combien on récupère de spermatozoïdes progressifs dans l'éjaculat. En fait, ça essaye de reproduire combien il y a de spermatozoïdes qui seraient arrivés en fait jusqu'à la partie distale de la trompe après traversée de la glaire, etc. Et selon le nombre de spermatozoïdes qu'on obtient après ce test de migration survie, on peut savoir à peu près quelle technique on peut utiliser en AMP, notamment si on obtient moins de 1 million de spermatozoïdes, on sait qu'on devra faire une ICSI, alors que si on a au moins 1 million, on pourra, selon la cause de l'infertilité, faire des inséminations ou une FIV. Parce que vous savez que ce n'est pas les mêmes indications pour les inséminations et la FIV. Enfin, pas toujours. Donc pour ce jeune homme, voilà son spermogramme. On voyait en fait une concentration en spermatozoïdes diminuée puisqu'il avait 7,3 millions par ml de spermatozoïdes, une numération diminuée, une vitalité diminuée aussi à 41. La mobilité A plus B qu'on regarde, donc normalement elle était censée être au-delà de 30, là elle est à 6%. Et puis, donc, globalement, on considère qu'il a une oligo-asténo-tératospermie. La tératospermie, c'est ici, les formes typiques. Non, elle est pas. Bon, on est limite, on a 10%. Voilà. Et quand on fait le test de migration survie, on a moins de 1 million de spermatozoïdes.
Donc, donc est-ce que là, si on devait faire un traitement d'aide médicale à la procréation, on ferait plutôt une ICSI. Donc, on contrôle quand même le spermogramme à 3 mois, hein, ce que je vous ai dit. Donc, on essaye de voir si on peut corriger dans son mode de vie des choses. On va lui demander de sevrer le cannabis, éventuellement de faire attention. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, on ne peut pas lui faire un arrêt de travail avec des chauffeurs routiers. Le cannabis, je pense que c'est des choses importantes sur lesquelles il faut agir et puis contrôler le spermogramme à distance. Alors après, je vous ai mis là des examens à faire en deuxième intention. Alors, on ne va pas les détailler aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps, mais on va proposer éventuellement donc de faire voir par un neurologue éventuellement. Donc faire une échographie testiculaire, des dosages hormonaux, une biochimie séminale, un karyotype, et puis après, ces deux autres analyses génétiques, ça va plutôt se faire en cas d'azospermie ou d'altération très sévère. Vous reverrez ça tranquillement demain. Donc chez lui, on a recontrôlé le spermogramme à distance, il avait arrêté le cannabis et il n'y avait pas de différence. L'échographie, elle retrouvait aussi une hypotrophie modérée des testicules. Il n'y avait aucune autre anomalie particulière sur le bilan. Et donc, qu'est-ce qu'on propose pour ce couple? Qu'est-ce qu'on va faire comme traitement? Nixie. Il n'y avait pas autre chose qui... Ouais, qu'est-ce qu'on va faire pour l'hydrosalpinx? Pardon, j'ai pas compris. Voilà. Ouais, il faut lui faire une celloscopie à cette patiente parce que elle a un hydrosalpinx et on vous a montré, je crois hier, que ça peut diminuer les chances d'implantation. Donc, alors, la célioscopie, dans ce cas-là, donc en fait, je vous ai mis cette diapo comme ça, mais parce que ça fait partie du bilan de deuxième intention, la célioscopie, mais maintenant on ne fait plus réellement de célioscopie exploratrice. On fait une célioscopie thérapeutique, c'est-à-dire que si il n'y a pas de geste à faire en même temps que la célioscopie, on ne va pas la faire. On ne va pas faire juste pour voir, parce que maintenant, que ce soit l'écho, l'IRM, l'hystérosalpingographie, etc., nous permet d'avoir une bonne évaluation des anomalies. Donc, c'est que si on pense faire un geste. Donc, notamment, si on veut traiter une pathologie tubaire ou enlever un hydrosalpinx, ça peut être proposé. Et l'autre indication de la célioscopie dans le bilan, c'est en cas de suspicion d'endométriose superficielle isolée. Vous l'avez vu ce matin aussi. Donc là, pour cette patiente, elle avait ça. Donc, c'est bien un hydrosalpinx. Et je crois que probablement, on avait dû l'enlever. Je sais pas jusqu'à... Bon, j'en ai pas pour longtemps. Est-ce que j'ai un deuxième mini cas parce que on va juste le passer très rapidement. C'est juste pour voir ensemble le reste des examens en deuxième intention qu'il faut faire. Donc là, c'est une patiente qui a 34 ans, qui a une dyspareunie, une dysménorrhée, qui a un désir de grossesse depuis 2 ans avec son conjoint et on suspecte une endométriose ovarienne à l'échographie. Donc elle a aucun antécédent particulier, mis à part ses cycles, ses douleurs. Et lui non plus. Qu'est-ce que vous faites? Ah mince, je vous ai déjà mis la réponse. Donc, qu'est-ce qu'on recherche? Donc, on va évaluer les douleurs. Ça, c'est important parce que on a potentiellement une endométriose. Donc, je vous ai remis donc tous les signes à rechercher. On va demander s'il y a des douleurs pelviennes en dehors des règles, douleurs urinaires, digestives, des douleurs pendant les rapports, des douleurs pendant les règles, etc. Donc, ça, c'est important. Donc ça, c'est ses scores de douleur. Donc elle a une dysménorrhée à 8 sur 10, une dyspareunie à 7 sur 10, des douleurs pelviennes chroniques non cycliques à 4 sur 10. Donc qu'est-ce que vous vous dites là? Donc on propose de faire une IRM. En tout cas, on se dit, la patiente, elle est quand même douloureuse. Est-ce qu'elle a uniquement un endométriome ou est-ce qu'elle a autre chose en fait? Et donc ça, juste pour que vous voyez, elle avait déjà fait donc tout son bilan. Lui, il a un spermogramme normal globalement, et ça, c'est son bilan hormonal. On a une FSH à 8,7, une AMH à 1,2, TSH normal. L'hystérosalpingographie est normale et le compte des follicules en trop était à 11. Donc qu'est-ce qu'on fait d'autre? Le TMS, il était à 10 millions, il n'y avait pas de souci particulier. Donc on poursuit les examens, et notamment par rapport à l'endométriose, parce qu'on vous a dit ce matin, mais que quand on a un endométriome et des douleurs, il faut quand même rechercher toujours une endométriose profonde associée. Donc pour ça, soit on peut faire une échographie par un référent. On n'est pas obligé de faire une IRM, hein, parce qu'on posait la question hier en ligne. Si on est à côté de chez vous, vous avez des radiologues
très bonnes échos référents, il n'y a pas forcément besoin de faire systématiquement une IRM. Si on n'a pas confiance aux échographistes, mais on a confiance au radiologue qui fait les IRM, plutôt une IRM. Après, ça dépendra de ce que vous avez à portée de main. Et l'IRM, alors, donc là, dans ce contexte d'endométriose, on va faire une écho, plus ou moins une IRM, etc. Et puis, l'IRM, elle sert à autre chose, vous l'avez déjà vu avant, mais dans le bilan de deuxième intention, on peut aussi le faire dans le cas d'utérus difficile à interpréter, notamment avec polyfibromateux ou des malformations qu'on a du mal à interpréter. Bon. Donc là, dans ce cas, elle n'avait pas d'endométriose profonde finalement, et elle avait un endométriome isolé avec ce bilan hormonal, et à l'échographie, on retrouve ça. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, donc là, vous suspectez quoi en fait? Un polype? Donc voilà, donc dans ces cas-là, on va faire un examen de deuxième intention pour évaluer la cavité utérine, et on va faire une hystéroscopie diagnostique qu'on fait en première partie de cycle. Et puis donc l'hystéroscopie, alors nous on a l'hystéroscopie, c'est très facile parce qu'on en a beaucoup, c'est très facile d'accès chez nous. On les fait en consultation, sans anesthésie, on met pas de spéculum, on met pas de pince de Pozzi, ça s'appelle une vaginoscopie. Et on utilise du sérum physiologique pour distendre la cavité. Donc ça, c'est une cavité normale, vous avez déjà eu le cours hier. Et puis ça, c'est un polype. Et puis on peut aussi parfois, pour ceux qui n'ont pas d'accès facile à l'hystéroscopie, proposer aussi à la place une hystérosonographie. Donc c'est une alternative à l'hystéroscopie. Et puis en fait, on va faire comme pour l'hyphosie, on va mettre un petit cathéter dans le col de l'utérus, dans l'utérus, et mettre du sérum physiologique et en même temps faire une échographie par voie endovaginale. Ça nous permettre d'écarter en fait les deux parois de l'utérus pour mettre en évidence éventuellement, comme ici, un fibrome. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer pour ce couple? Donc, on va faire une hystéroscopie opératoire avec une résection de polypes, et par rapport à la fertilité, si on veut... Donc là, on a une endométriose isolée, entre guillemets, ce polype. Donc, c'est quoi? On va plutôt proposer des techniques de fécondation in vitro. Le sperme était normal, et puis on va proposer une hystéroscopie opératoire avant. Voilà, j'ai fini. Alors on peut après, là je m'en souviens plus combien de temps ça fait, combien d'infertilité ils ont eu avant. Oui, après on peut éventuellement leur laisser encore un peu de chance. Mais bon, il faudra pas perdre de temps. Alors ça dépend aussi de l'âge de la patiente. Si elle a 37 ans, on laissera un peu moins de temps que si elle en a 29, quoi. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'interrogatoire est très important, qui va vous permettre il faut vraiment faire une enquête, quoi, et ça va dans votre tête tout de suite à l'interrogatoire, vous allez vous dire, ah bah tiens, il y a peut-être un problème infectieux, tubaire, endométriose, etc. Déjà, vous allez penser à tout ça. Il faut interroger le couple, c'est-à-dire l'homme et la femme, et le couple, donc c'est vraiment une prise en charge globale. Il ne faut pas oublier de rechercher l'endométriose à l'interrogatoire, et c'est souvent assez productif, et on dépiste beaucoup d'endométriose de cette façon. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Recoupe, c'est place de la PCR chlamydia dans le bilan de fertilité et ou avant l'hystérographie. D'accord. Qu'est-ce qu'on pense des PCR? On ne s'est pas recommandé de faire en systématique cet examen. On suspecte une pathologie tubaire ou voilà, qui décrit des problèmes d'infection, etc. Donc on peut le prescrire, mais pas forcément en première intention et pas en systématique. Alors l'hystéroscopie diagnostique en première intention, c'est pas donc dans les recommandations françaises en tout cas qui sont parues l'année dernière, on va pas le recommander en première intention. Après, parce que il faut faire une bonne échographie, une hystérosapingographie et voir si on trouve une anomalie pour orienter vers un examen plus poussé de la cavité, une hystéroscopie ou une hystérosonie. C'est vrai que nous ici, on fait systématiquement une hystéroscopie en première intention, donc c'est contradictoire avec les recommandations parce que les patientes, elles viennent ici, elles vont faire des fécondations in vitro, que c'est des traitements lourds. Souvent ici, on voit des patientes qui ont un passif avec une prise en charge assez longue avant d'arriver ici. Et on se dit que si finalement on dépiste un polype alors que
voilà, elles ont déjà passé beaucoup de temps à être infertiles, à avoir d'autres traitements, bah, c'est bête de gâcher des chances avec des embryons et de diminuer les chances de grossesse. Mais c'est vrai que en première intention, c'est pas recommandé l'hystéroscopie. Même si nous on le fait, donc comme quoi après chacun s'adapte. Ouais, une ICSI. Alors, moi, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à... Donc, si on doit faire une prise en charge avec une stimulation ovarienne et une fécondation in vitro ICSI, moi, je préfère toujours, si on peut, stimuler la patiente, conserver les embryons, et une fois qu'on a les embryons, faire la celloscopie et faire une salpingectomie. Effectivement, plutôt qu'une fimbrioplastie, c'est ça la question? Surtout que là, l'autre trompe, elle était belle, elle était voilà, elle est perméable, etc. Si on a on va se poser la question surtout si on a les deux trompes abîmées. Et c'est vrai que si on a un hydrosalpinx bilatéral, les patientes, elles vont être quand même réticentes à ce que vous lui enlevez les deux trompes. Donc, dans ces cas-là, c'est vrai que j'ai tendance à proposer d'enlever la trompe la plus abîmée et de conserver, essayer de réparer l'autre tant que possible. Bah, comme vous l'a dit hier le professeur Fernandez, je crois qu'il vous a parlé de ça aussi. C'est vrai que si on peut éviter d'enlever les deux, voilà. Pour les patientes, c'est surtout psychologique après. Alors, s'il y a un hydrosalpinx, oui, il faut faire une célioscopie pour éventuellement déconnecter la trompe avec l'hydrosalpinx ou enlever la trompe, parce que le fait d'avoir un hydrosalpinx, ça diminue les chances d'implantation en FIV. Je ne sais pas si c'est ça la question. S'il n'y a pas d'hydrosalpinx, non, on n'a pas besoin de faire une célioscopie. Bah, par exemple, s'il y a une obstruction tubaire proximale, D'accord. et bah, il n'y a pas d'hydrosalpinx, c'est bouché au niveau proximal, bah, dans ces cas-là, on va faire une FIV parce qu'on a une obstruction tubaire, c'est une des Même si indications principales. la trompe contralatérale, elle est viable, quoi. Alors, s'il y a une des trompes qui est perméable et l'autre qui est où il n'y a pas d'hydrosalpinx, il y a une Ouais, obstruction proximale, on peut se poser la question de quelle est la cause de l'infertilité, parce que d'avoir une trompe perméable, c'est vrai. normalement, Ouais. on peut avoir une On peut avoir une grossesse. grossesse spontanée, oui. Il faut rechercher une autre cause aussi. Donc Exactement. là, ça va être une évaluation globale. Merci. Peut-être une dernière question, et puis après. Alors tout ça, tout ce qui concerne le bilan masculin, je vous laisse attendre. Je sais que ça va être dur d'attendre encore 24 heures, mais demain, vous avez toute une matinée là-dessus. Donc vous allez avoir ça. Bah déjà, il faut lui proposer d'améliorer son mode de vie. Donc, qu'est-ce qu'on propose en attendant le contrôle du spermogramme? On va leur proposer surtout d'arrêter le cannabis, elle d'arrêter le tabac, voilà, d'essayer d'améliorer le mode de vie pour essayer d'améliorer le spermogramme. Parce que, alors, soit il y a eu une infection récente qui explique les anomalies du sperme, soit chez lui, bah, peut-être que le cannabis peut jouer. Donc, on va essayer de faire en sorte d'améliorer ça. Mais ça, c'est vraiment important de poser des questions sur les toxiques parce que en fait, les gens vont pas vous dire spontanément qu'ils fument 3 joints par jour tous les soirs, quoi. Donc, Est-ce que le carter est perméable ou pas? Parce qu'on peut avoir des hydrosalpinx, mais il y a un léger brassage quand même. ouais. Est-ce que le carter est perméable avec hydrosalpinx doit modifier la décision thérapeutique sur les trompes? Je dis qu'on a Alors, un bon, hydro, du mais... coup, c'est un phimosis serré. Ouais, exactement. Et Phimosis. après, bah, s'il y a une rétention de liquide, ça peut altérer potentiellement l'implantation aussi. Après, il n'y a pas de données exactement dans ce sous-type-là, mais je crois que... On va peut-être arrêter. Non, ça sera Non, la dernière. c'est bon. Ah, d'accord. Est-ce que le... Non, mais bon, moi, ça me dérange pas, hein, mais c'est pour Oui, vous, bien pour sûr, pas on ne finir dépasse trop en pas le retard. temps. Est-ce que le vapotage est considéré comme du tabagisme ou non? Il n'y a Parce pas de qu'il est données actuellement en vogue et tout, là-dessus, et tout je le monde. crois. En tout cas, pas de données suffisantes. Après, Ouais. c'est sûr que c'est mieux de rien prendre. Après, je pense que c'est mieux Vous le conseillez d'avoir de des l'arrêter? substituts nicotiniques plutôt que du tabagisme réellement. Donc normalement, on l'arrête pas. Après, ça dépend si c'est associé à une anomalie particulière. Après, Ah oui, ouais. c'est toujours conseillé de C'est toute vrai. façon en Ouais. préventif d'arrêter C'est vrai. tout type de consommation de nicotine ou Merci. de tabac. Mais bon. Il n'y a pas de données spécifiques là-dessus, en tout cas pas à ma connaissance. Bah, merci beaucoup. On fait 5 minutes.